Enregistre. C'est bon. Normalement, tout est bon. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire consacré à la RSE et à la communication. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour traiter de ce thème que je réalise en lien avec Marion Martinez, qui est la fondatrice et la co-gérante de Rupture Engagée. Donc, nous avons un petit créneau de 45 minutes ensemble pour pouvoir parler de ce thème et vous expliquer un petit peu qui nous sommes et ce que l'on peut apporter comme expertise sur ces sujets-là. Hop. Donc, je vous propose... Est-ce que ça fonctionne? Non. Bon, alors, je vais faire passer... Est-ce que là, ça passe mon... Oui, là, c'est bon. Vous voyez la suite ou pas? Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bon, on ne rit pas sur la partie technique qui est loin d'être mon expertise première. Mais voilà, donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour pouvoir échanger sur les normes réglementaires qui gouvernent toutes les thématiques de la RSE. C'est Marion qui va vous apporter ces éclairages. Nous ferons ensuite le lien sur la stratégie RSE et la stratégie de communication RSE, comment ça se structure au milieu de toutes ces stratégies et comment y voir clair. Ensuite, nous traiterons des supports de communication qui peuvent être opportuns pour traiter des thématiques RSE de votre structure, que vous soyez une entreprise ou un territoire. Et ensuite, on pourra répondre à vos questions. Voilà. Donc, au préalable, je vais me présenter. Je suis Alexandra Lavarello. Donc, j'ai 40 ans et j'ai une carrière d'un peu plus de 10 ans au sein de grands groupes, dont une carrière de 10 ans au sein du groupe La Poste et de la Banque Postale, où j'ai pu être vraiment accompagnée et moi-même accompagner une entreprise qui était en plein cœur de la transition, impactée par des thématiques environnementales, avec les sujets de mobilité, sur les tournées des facteurs, mais également sur des ambitions stratégiques qui étaient clairement impactantes de par la réduction du volume d'envoi du courrier et l'augmentation des colis. Donc, c'est tout un accompagnement qui a vraiment impacté l'entreprise, mais également aussi des sujets de transition qui sont liés à nécessairement la stratégie de RSE de la boîte qui était assez précurseur sur ces thèmes-là. Donc, ça m'a permis de pouvoir vraiment grandir au niveau professionnel et humain sur ces thématiques-là. Et au-delà du fait que moi-même, je suis très engagée et en tout cas très concernée par ces sujets environnementaux et sociétaux. En 2019, j'ai créé l'agence Bella Ciao, que je souhaitais, à l'image des valeurs que je souhaite incarner, tant pour la communication que nous proposons que celle de mes clients. Et c'est pour ça que, naturellement, on s'est spécialisé sur de la communication responsable en communication RSE et RSO. Aujourd'hui, on accompagne les entreprises et les territoires avec un accompagnement dans la prise de conscience. Nous avons un catalogue de personnalités inspirantes avec des personnes que peut-être vous connaissez, telles que Heidi Sevestre et Aziza. Et nous allons également les accompagner dans la communication de leurs engagements ou de leur transition. Donc, nous avons une équipe qui est située à La Rochelle, à Metz, et nous avons une antenne au Sable d'Olonne et aussi des échanges réguliers avec Paris. Et j'accompagne aujourd'hui les élus et les dirigeants pour pouvoir passer à l'action et également valoriser tous ces hommes et ces femmes qui se bougent et qui font en sorte de faire un avenir meilleur. Donc, voilà. Donc, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver et je passe la main à mon acolyte Marion. Merci Alexandra, merci beaucoup pour l'invitation à participer à ce webinaire. Donc pour me présenter rapidement, moi je représente la casquette de la RSE. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai étudié dès mes études. J'ai toujours travaillé en RSE. J'ai longtemps travaillé pour le label Lucie et pour la société Ecovadis, qui sont deux références dans le monde de la RSE. Et ces deux expériences-là m'ont permis de constater que souvent les TPE, PME mènent des actions RSE, mais ce n'est pas forcément ni structuré, ni formalisé. Et le deuxième constat, c'est que quand bien même elles font des choses, elles ne savent pas forcément comment les communiquer et comment les valoriser. Donc c'est pour ça que Rupture Engagée existe, c'est pour aider les entreprises à sensibiliser leurs collaborateurs, structurer la démarche, la déployer et la valoriser, que ce soit en interne ou en externe. Et voilà, on est une équipe de 4 personnes située entre La Rochelle et Nantes et on accompagne les entreprises du territoire français dans leur démarche RSE. Merci Marion. Et je précise également que voilà, avec Marion, nous avons
beaucoup d'affinités dans son activité professionnelle et que Marion fait partie de nos personnalités inspirantes qui interviennent auprès des entreprises sur les thématiques de la RSE, bien entendu, et de l'entrepreneuriat. Donc, Marion, est-ce que tu peux nous dire en préambule en quoi justement c'est important de prendre en compte ces sujets de la RSE au sérieux? Oui, la RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise. Déjà, pour résumer un petit peu ce que c'est comment est-ce que l'entreprise cherche à avoir un impact positif sur son environnement au sens large, un environnement composé des gens, mais aussi de la nature. Je pense que la première bonne raison, c'est qu'il y a des urgences sociales et environnementales et qu'on fait un peu tous partie du problème. Donc, pour cette raison, on fait aussi tous partie de la solution. Donc, la première bonne raison qui peut inciter les entreprises ou même les citoyens à se soucier de ces sujets, c'est de se dire devoir faire sa part et de répondre aux challenges de notre siècle. Maintenant, d'un point de vue entreprise, qui souvent on va se poser la question de qu'est-ce que ça peut lui apporter que de mettre en place une démarche RSE, on voit déjà qu'il y a un contexte réglementaire qui se durcit. On en parlera juste après. Mais on a aussi des parties prenantes comme les collaborateurs, comme les clients, qui sont en attente aussi de travailler dans un environnement de travail sain, d'acheter un produit ou un service qui ne dérègle pas l'environnement ou qui, au contraire, serait source de solutions et d'alternatives. Donc, on a plein de bonnes raisons de mettre en place une démarche RSE, certaines très altruistes, très volontaires, et d'autres plutôt sous l'angle de la contrainte ou de l'incitation très très forte de la part de parties prenantes. Mais en tout cas, c'est un sujet qu'on ne peut plus ignorer et comme tu l'expliqueras juste après, d'un point de vue marque employeur, ça y joue beaucoup. Et oui, en effet, donc c'est vraiment le lien et le pilier par rapport à des entreprises ou à des territoires, mais de pouvoir véhiculer une image qui soit forte et crédible. Et pour cela, il faut aussi savoir jongler avec ce que l'on dit, comment on le traite. Et c'est vraiment à déterminer dans votre stratégie de communication. Et ça, on va en parler dans ce webinaire. Donc, c'est quelque chose qui est intimement lié, en tout cas, à votre image et à ce que les parties prenantes qui sont autour de vous, que ce soit les consommateurs, clients, les fournisseurs, mais également les clients qui peuvent être des clients institutionnels. On en parlera aussi sur le sujet des appels d'offres, où aujourd'hui, clairement, ces critères-là sont vraiment pris en compte pour pouvoir décider si on travaille avec un interlocuteur ou pas. Donc, en préambule, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les normes réglementaires pour que vous ayez une bonne vision de ce qui est aujourd'hui mis en œuvre sur notre territoire, mais également sur les choses qui vont arriver qui sont dans les tuyaux. Marion, je t'en prie, sur cette norme réglementaire, nous t'écoutons. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la RSE est plutôt une initiative volontaire de la part des entreprises. Ce qui devient obligatoire, ou ce qu'il est depuis quelques années d'ailleurs, c'est de communiquer sur ces engagements RSE. Souvent, on parle de communication extra-financière, ou on parle de communiquer sur des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, ce que l'on peut comprendre ou résumer, c'est que mettre en place une démarche RSE concerne de manière volontaire toutes les entreprises de toute taille et de tout secteur, mais qu'en fonction de la taille de son entreprise ou de son secteur d'activité, on va avoir des réglementations qui nous obligent à communiquer de manière transparente sur des thématiques précises en lien avec la RSE ou les critères ESG. C'est ce qu'on verra juste après. Et dans un souci de sémantique, moi, dans le quotidien, je parle beaucoup de RSE parce que je m'adresse aux entreprises. Mais si jamais je m'adressais à une association ou au secteur public, alors ce n'est pas une entreprise, on parlerait plutôt de RSO, O comme organisation. En gros, ce sont des synonymes, c'est juste que ça dépend auprès de qui on s'adresse. Donc, on peut peut-être passer à la slide d'après qui explique justement que la RSE est venue s'appuyer sur une norme qui est la norme ISO 26000. Cette norme, elle existe depuis 2010. Elle a été signée par plus de 90 pays et elle vient définir ce qu'est la RSE au travers de 7 thématiques différentes. Donc, il y a des thématiques auxquelles on pense spontanément, comme l'environnement, les relations et conditions de travail.
Et puis, on a aussi des thématiques qui font le lien avec les autres parties prenantes de l'entreprise, comme la loyauté des pratiques et donc notre relation avec nos fournisseurs, les questions relatives aux consommateurs et aux clients, l'impact sur le territoire à l'échelle locale, la protection des droits humains et aussi un thème central qui est la gouvernance, c'est-à-dire la manière que l'entreprise a de piloter son projet RSE et sa stratégie globale. La norme ISO 26000 a la spécificité de ne pas être certifiable. On ne peut pas être certifié ISO 26000. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des labels privés comme par exemple Engagé RSE de l'AFNOR ou bien le label Lucie qui s'appuient sur cette norme et qui viennent délivrer un label qui suit les 7 thèmes et la trentaine de sous-thèmes associés. Donc, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que mettre en place une démarche RSE de manière volontaire pour une entreprise peut passer par la norme ISO 26000 qui fournit un guide, on va dire des lignes directrices sur comment faire. Et puis, de l'autre côté, on a aussi, à la différence de la norme ISO 26000 qui propose 7 thèmes et 34 sous-thèmes de manière volontaire, on a aussi des contraintes réglementaires, comme par exemple la CSRD, qui est une réglementation qui, on va dire, pas qui vient de sortir parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle beaucoup, mais qui est applicable dès cette année. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une société d'une certaine taille, donc par exemple plus de 250 collaborateurs qui fait plus de 50 millions d'euros de chiffre au bilan et de 25 millions d'euros de chiffre ou 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, peut être soumise à cette réglementation qui vient l'inciter à partager des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur ses engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, on voit finalement qu'avant, la communication extra-financière concernait surtout les grandes sociétés, à vrai dire les sociétés qui avaient plus de 500 collaborateurs et qui faisaient plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que cette obligation de transparence, elle redescend de manière directe sur les PME. Donc, moi, je constate qu'il y a beaucoup de sociétés rochelaises qui atteignent ce seuil. On n'est pas pourtant sur des entreprises cotées ou sur des entreprises très, très grandes. On s'attaque maintenant, d'un point de vue réglementaire, aussi aux PME. Donc, ce reporting extra-financier va venir challenger l'entreprise sur ses bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter si jamais vous êtes soumis à la CSRD. Certes, c'est un très gros travail de structuration, de formalisation, mais normalement, ce sont des sujets que vous avez d'ores et déjà traités dans votre démarche RSE. Alors évidemment, si vous n'avez pas encore de démarche RSE, que vous n'avez rien structuré, rien formalisé, alors vous aurez peut-être besoin d'un coup de main et de vous faire accompagner pour avoir la structure et les conseils qui vous feront gagner du temps. Mais la CSRD, finalement, c'est la continuité de votre démarche RSE qui vise à la communiquer de manière transparente et comparable au niveau européen, puisque c'est une réglementation européenne qui vise justement à harmoniser les standards internationaux de référence de communication extra-financière. Merci Marion. Alors, et n'oublions pas que justement l'intervention, la présentation de documents à des structures officielles comme un commissaire aux comptes ou un organisme indépendant veut dire qu'il faut formaliser dans des outils et des supports. Donc, nécessairement, il y a des outils et des supports qui sont un peu plus naturels, et puis il y en a d'autres qu'il faut anticiper et structurer par rapport à votre stratégie. Donc, c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui dans cette deuxième partie, sur le fait que voilà, vous avez la stratégie d'entreprise, ensuite vous avez votre stratégie RSE, et vous avez également votre stratégie de communication dans laquelle peut s'intégrer la stratégie de communication RSE. Donc, ça fait beaucoup de choses auxquelles il faut penser, mais ce sont des éléments qui vous permettent, en structurant, d'y voir un peu plus clair. Donc, en effet, pour élaborer cette stratégie RSE, il faut s'aligner avec sa vision de l'entreprise. Et là, Marion, je vais te laisser la main pour que tu nous expliques un petit peu en quoi on aligne sa RSE avec la vision de l'entreprise.
Oui, alors ça, c'est particulièrement le cas pour les entreprises qui n'ont pas intégré dès leur création une raison d'être sociale ou environnementale. Parce que je ne sais pas si on devrait dire d'un côté, il y a la stratégie d'entreprise, de l'autre côté, il y a la stratégie RSE, puisque normalement, la stratégie de l'entreprise, c'est de se développer en prenant soin des gens et de l'environnement et de réussir à s'inscrire de manière durable, ne serait-ce que pour continuer à exister dans le futur. Mais dans le cas où on a une stratégie d'entreprise qui n'a pas intégré par défaut les enjeux sociaux et environnementaux, alors oui, il faut créer une démarche RSE, une stratégie RSE qui vienne petit à petit s'imbriquer pour ne faire qu'un avec la vision et la stratégie de l'entreprise. Mais je pense que c'est important de préciser que ce n'est pas censé être deux sujets qui se séparent et qui se croisent de temps en temps lors de présentations ou lors de réponses à des appels d'offres. C'est censé être deux sujets qui font famille. Si jamais ce n'est pas encore le cas, alors il y a des étapes à structurer, à déployer pour réussir à aller vers un alignement en stratégie d'entreprise RSE. Et la première chose à faire, c'est d'identifier qui fait partie de notre écosystème, quelles sont nos parties prenantes et aussi quels sont nos sujets prioritaires. Donc ces étapes-là, ce n'est pas moi qui les ai inventées, elles sont préconisées dans le cadre de la norme ISO 26000 qui explique qu'avant de lancer son plan d'action, on doit d'abord se poser la question de qui sont les parties prenantes impliquées de près ou de loin et impactées de près ou de loin par mon activité. Et aussi de dire, tiens, parmi les 7 thèmes et parmi les 35 sous-thèmes, quels sont ceux qui sont particulièrement pertinents et prioritaires pour mon activité. Donc, première chose à faire, c'est d'analyser son contexte, hiérarchiser les sujets et identifier ses parties prenantes. Ensuite, naturellement, avant de passer au plan d'action, on doit se poser la question de quels sont les objectifs que l'on souhaite atteindre. Donc, on peut s'appuyer sur différentes méthodologies, pourquoi pas en s'appuyant aussi sur les objectifs du développement durable, les ODD, vous savez, ce sont les petites vignettes de couleurs que vous avez peut-être déjà vues. Souvent, on dit que les ODD, c'est le quoi, et l'ISO 26000, c'est le comment. Donc, ce sont, on va dire, 2 standards internationaux de référence sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour identifier les objectifs que vous souhaitez atteindre. Une fois ces objectifs-là identifiés, hop, on est prêt à passer au plan d'action. Donc, il y a une étape préliminaire qu'on n'a pas spécialement notée, mais qui consiste à faire déjà un diagnostic de l'existant, c'est-à-dire reprendre, on va dire, la norme ISO 26000, les différents sous-thèmes et faire le point sur toutes les bonnes pratiques que vous avez déjà. Et là, on se rend compte que l'entreprise, elle fait déjà plein de choses, mais que ce n'est pas forcément formalisé. Et pour formaliser, il faut l'écrire quelque part. C'est là aussi où l'agence de com peut vous aider. Parce que c'est très, très frustrant quand je vois des entreprises qui ont des super bonnes pratiques, qui souvent n'ont pas attendu que le mot RSE existe pour mettre du bon sens et de la bienveillance dans leur quotidien professionnel. Mais comme c'est formalisé nulle part, on ne peut pas le prouver. Donc, une fois ce diagnostic réalisé, on peut réfléchir au plan d'action. Et ce qu'on a mis en 4e étape, mais à vrai dire, on aurait peut-être dû le mettre en étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, tellement c'est à faire tout le temps, c'est le fait d'impliquer ses collaborateurs. Moi, je dis souvent qu'une démarche RSE, pour qu'elle fonctionne, on a besoin de l'impulsion de la direction et de l'implication de ses collaborateurs. Mais s'il nous manque l'un ou l'autre, alors il nous manque forcément un ingrédient indispensable à notre recette. On peut difficilement faire sans, ou en tout cas sur le long terme, ce sera dommageable. Et puis ce que je peux préconiser aux entreprises également, c'est de bien faire attention à avoir des objectifs mesurables avec des indicateurs de pilotage pour pouvoir mesurer, vérifier que les projets que l'on a, que les actions que l'on souhaite déployer, on arrive à les atteindre. Voilà, grosso modo, comment je préconiserais de structurer et lancer sa démarche RSE si jamais on ne l'a pas encore fait. Ouais, super Marion. Et si je peux me permettre aussi de compléter par rapport à ce que tu dis, où nous, on le voit aussi souvent sur des fonctionnements un peu en chambre où il y a la direction RSE d'un côté, quand il y en a une, ou les dirigeants de l'autre. Et parfois, c'est pas forcément une dynamique collective et commune. Donc, on a conscience qu'il y a des personnes qui sont en difficulté pour avancer dans leurs ambitions parce que, ou alors les dirigeants vont pas être forcément très convaincus et ça va être difficile de pouvoir
faire prendre conscience qu'il faut intégrer ça dans la stratégie globale de l'entreprise. Et à l'inverse aussi, il va y avoir des dirigeants qui vont pas forcément être, qui vont être conscients plutôt de l'importance de ça et qui vont vraiment faire fusionner le projet dès le début en impliquant les collaborateurs, en ayant cette dynamique très, très vertueuse. Donc, tout dépend vraiment de la maturité dans laquelle votre structure s'inscrit et aussi de la maturité des dirigeants et des hommes et des femmes qui l'apportent. Donc, ça, on le constate vraiment, nous, au quotidien, par rapport au profil d'entreprise qu'on accompagne et aussi de territoire. Donc, c'est vraiment variable et il faut aspirer à ce que justement toutes ces étapes soient réunies pour tendre vers une réalisation la plus optimale possible pour avoir une stratégie qui ait du sens en lien avec les équipes et que ça puisse porter ses fruits de la meilleure manière possible. Donc voilà, cette harmonie, nécessairement, elle se ressent aussi dans l'ADN de l'entreprise. Et il faut vraiment avoir une cohésion entre l'identité et les valeurs portées par la structure, parce que si c'est pas authentique et assumé et aligné, ça peut en effet être un facteur de décrédibilité de votre structure vis-à-vis de vos parties prenantes, clients, partenaires, fournisseurs, par rapport à votre image. Donc, il faut vraiment pouvoir intégrer ces valeurs fondamentales dans les étapes de votre démarche RSE et s'assurer que tout soit cohérent. Et parfois, on est en effet un petit peu, quand on est en charge de déployer la RSE dans sa structure, on est un petit peu le poil à gratter qui va bousculer et qui va faire en sorte de mettre en lumière des points qui peuvent être un peu dissonants, qui ont été historiquement mis en œuvre, mais qui mériteraient d'être revus par rapport aux enjeux d'aujourd'hui et par rapport à la stratégie et à la dynamique de la structure d'un point de vue de sa démarche RSE. Donc, c'est sûr que ça n'est pas toujours facile de pouvoir le faire avancer, mais c'est indispensable et c'est crucial. Et vous voyez, par exemple, on vous a mis l'exemple de Patagonia qui est un exemple vraiment idéal d'alignement en termes de pratiques environnementales et par rapport à la raison d'être de la structure, qui favorise le fait de rapporter ces vêtements et de pouvoir les réparer et que le meilleur vêtement est celui qui n'est pas acheté de nouveau, mais c'est celui que vous avez déjà. Voilà, ça donne une vraie crédibilité et ça renforce toute la dynamique d'engagement qu'il y a autour de vous. Et ça permet d'intégrer encore plus les actions RSE dans la culture de l'entreprise au niveau des collaborateurs. C'est vraiment une union parfaite qui fait que ça a du sens et que la dynamique avance. Mais voilà, il faut avoir en tête que l'avenir doit aussi intégrer le passé et des choses qui peuvent parfois être difficiles à bousculer. Et toute cette dynamique de transition, elle est essentielle et il faut l'accompagner correctement. Donc, par rapport à cette communication que vous pouvez mettre en place dans votre stratégie RSE, il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut être clair et des erreurs à ne pas faire parce que ça peut se retourner contre vous et puis aussi parce que c'est pas OK en fait, hein, tout simplement. Le premier point, c'est d'avoir une réelle transparence avec humilité. Je pense que parler des réussites, mais aussi des défis et des choses difficiles que vous avez eu à traverser pour arriver à mettre en place une dynamique de transition, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, en tout cas les clients, les parties prenantes autour de vous sont prêts à entendre. Et au contraire, ça donne une vraie exemplarité sur ces défis qui sont les nôtres, de pouvoir les remplir et les dépasser. Donc, plus votre communication elle est honnête et plus elle va inspirer la confiance, c'est vraiment un point clé. Ensuite, vous pouvez apporter des données mesurables pour illustrer votre dynamique d'impact. Si vous avez enclenché une réduction de vos émissions de CO2, c'est quelque chose que vous pouvez valoriser dès lors que vous êtes accompagné et de manière sérieuse par un tiers qui peut apporter la crédibilité, la légitimité des chiffres que vous apportez. Encore une fois, pas de fake information, ça pourrait vraiment vous desservir et ça n'est pas du tout la dynamique vertueuse dans laquelle il est important de s'inscrire. Le storytelling également est quelque chose qui marque bien les esprits et qui est une réelle tendance en matière de communication aujourd'hui, qui permet de faire prendre la parole par les hommes et les femmes qui
qui font avancer votre structure. Donc, ça peut être des clients, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des parties prenantes. Et là, il n'y a pas de typologie ciblée, mais vraiment tous les hommes et les femmes qui sont intervenants à un moment ou à un autre dans la vie de la structure. Donc, vous pouvez utiliser des témoignages écrits, ça peut être aussi par de la vidéo, ça peut être avec tous les supports de com que vous avez déjà à votre main et les expliquer, et les utiliser de cette manière-là. Ça permet d'humaniser vraiment les actions que vous réalisez. Et ensuite, le fait de cibler les bons canaux, c'est quelque chose qui est essentiel et qui revient à être intégré dans votre stratégie de communication. Il est inutile de réinventer la poudre et de repartir de zéro. Si vous avez déjà une stratégie de communication et que vous avez déjà des actions de communication réalisées et qui conviennent par rapport à vos cibles, à ce moment-là, capitalisez sur eux. N'investiguez pas de nouveaux outils si ça n'est pas là où sont vos cibles. Donc, voilà, vous pouvez déjà utiliser les canaux existants. Et puis après, vous avez des choses qui sont nécessaires de structurer, notamment les rapports et les réponses aux appels d'offres. On va en parler un petit peu après. Et également la partie, bon, ben voilà, les réseaux sociaux, si c'est opportun pour vous de vous y présenter, mais ça permet de travailler votre image auprès du grand public. Et puis après, et aussi et surtout, la mobilisation interne avec un projet commun. La communication interne, elle est structurante, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être impulsé au démarrage. Si elle n'y est pas déjà, en fait, bien entendu, l'idéal, c'est d'avoir une communication interne qui ait toujours existé et avec laquelle vous pouvez impliquer les équipes. Donc, sur les pièges qu'il faut éviter dans lesquels il faut éviter de tomber, c'est de ne pas promettre des choses que vous ne pouvez pas accomplir. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et en plus, on vous attendra au tournant et du coup, ça peut être un petit peu dommage d'aller sur ces choses-là et que vous ayez une vérification de vos actions et de votre discours pour éviter le greenwashing ou le social washing qui sont ni plus ni moins que le fait d'avancer des choses qui ne sont pas réelles. Et là, à ce moment-là, je m'adresse essentiellement aux personnes en charge de la communication dans ces structures, mais n'hésitez pas à demander la véracité des éléments qui vous sont donnés par la direction de la qualité ou par les dirigeants ou par la direction RSE pour avoir vraiment la certitude que les données qui vous sont données à travailler, votre grain à moudre, ni plus ni moins, ce que vous allez exploiter comme matière, soit vraiment quelque chose qui ne déclenche pas un retour de bâton qui pourrait être un petit peu inutile puisqu'on sait à quel point les réseaux sociaux peuvent être viraux et à quel point ça peut aller vite. Donc, voilà, surtout, vous êtes garant de ça. Vérifiez les informations que vous avez à votre main. Donc, sur les supports de communication, Marion, si tu veux, je peux te laisser la main sur les sujets de la charte RSE et du rapport RSE. Oui. Ce sont des sujets que tu moulines bien. Disons que, merci, mais de la même manière qu'en général, on ne préconise pas d'avoir la stratégie de l'entreprise d'un côté et la stratégie RSE de l'autre, c'est un peu pareil pour les éléments de communication. On aimerait bien que la RSE s'intègre dans les communications déjà existantes de l'entreprise, à l'exception de quelques documents qui peuvent être vraiment spécifiques RSE afin de rendre compte, d'être transparent sur les engagements. Donc, on a plusieurs documents que l'on peut formaliser. Là, on en a listé quelques-uns, la charte RSE, le rapport RSE. On aurait pu aussi mettre la politique RSE. On aurait aussi pu décliner en disant charte environnementale, charte RH, politique RH, etc., etc. Charte d'achat responsable. Bref, on a fait un focus sur deux en particulier qui sont particulièrement pertinents en tant que TPE-PME. La charte, à mes yeux, c'est un document synthétique qui vient formaliser sur 2-3 pages maximum quelle est la vision de la direction, quels sont les engagements, quels sont les objectifs et quel est le périmètre d'application. C'est un document que l'on peut envoyer à nos clients, à notre écosystème, que l'on peut aussi envisager de faire signer pour un engagement moral. Et on va dire que c'est finalement un document qui donne les règles du jeu, qui donne un petit peu la notice dans laquelle on va s'inscrire si on veut collaborer avec notre entreprise. En document plus complet, on a le rapport RSE. Donc, un rapport RSE, c'est un document plutôt volontaire.
qui vient recenser l'ensemble des bonnes pratiques que l'entreprise a déployées sur l'année. En général, c'est un document annuel. Et l'ensemble des engagements ou des axes d'amélioration sur lesquels elle s'engage. C'est un document qu'on va étoffer, sur lequel on va mettre des photos, des verbatims, des témoignages de parties prenantes. On met aussi des indicateurs. On essaye finalement d'être le plus transparent possible pour être le plus représentatif. Et dans certains cas, on ne parle pas de rapport RSE, mais plutôt de rapport de durabilité, qui est plutôt le livrable que l'on doit fournir dans le cadre de la CSRD, par exemple. Voilà, c'est deux documents un peu types que l'on est souvent amené à préconiser aux entreprises, puisqu'on peut s'en servir pour justifier, pour illustrer la démarche que l'on a et les engagements que l'on a pris. Merci Marion. Et pour les communicants, ou en tout cas pour les personnes qui viendraient à s'occuper de la réalisation de ces supports, donc il est important de bien avoir en tête que la charte graphique qui appartient à l'entreprise doit être utilisée. Il n'y a pas besoin dans les pratiques d'utiliser une autre charte graphique que celle qui existe dans la structure. Si vous avez un peu une ligne un peu différente pour identifier les actions qui sortent au niveau RSE de l'entreprise, vous pouvez le décliner, mais ça n'est pas forcément préconisé. Et ensuite, sur le fond, il faut savoir que autant la charte RSE, ça peut être vraiment une dynamique à moyen court terme qui peut être réalisée, autant le rapport nécessite d'être sur un bilan annuel, de collecter des données qui peuvent être à récupérer dans différents services. Donc, ça nécessite un temps moyennement long avant de pouvoir sortir ce rapport. Donc, il faut pouvoir l'anticiper, que les parties prenantes qui sont censées vous apporter la matière doivent être aussi au fait de ces échéances. Et ensuite, intégrer le temps de la mise en page et de l'illustration, puisque vous pouvez jouer pour que le rapport puisse être le plus agréable possible en termes de lisibilité, intégrer des données qui sont traitées sous forme de graphiques ou des données visuelles qui peuvent être issues d'une banque d'images que vous avez au sein de la structure. C'est beaucoup plus impactant que si vous avez une banque d'images plus générique. Donc, voilà, c'est aussi avec des témoignages. Vous pouvez encore une fois intégrer des témoignages d'hommes et de femmes qui sont partie prenante de la structure. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va prendre un peu plus de temps et il faut pouvoir l'anticiper sur cette réalisation et ne pas le négliger et passer un peu au chausse-pied le fait de le réaliser trop vite. Parce qu'après, c'est un document au-delà de la norme avec la CSRD, mais c'est un document sur lequel vous pouvez vous appuyer de manière assez régulière auprès des clients, des fournisseurs, des personnes avec qui vous souhaitez aussi développer des partenariats. Ça centralise vraiment toutes les infos essentielles. C'est vraiment l'ADN de la structure, donc c'est un super document. Et puis ensuite, eh bien voilà, il y a l'opportunité, dès lors que c'est adapté par rapport à votre positionnement d'entreprise et si votre clientèle ou si c'est pertinent d'être sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller investir les contenus avec des témoignages humains, des résultats concrets, des données chiffrées. Et ça peut être la traduction de votre rapport qui peut être traité dans une ligne éditoriale sur les réseaux sociaux, intégrée à votre ligne éditoriale plus service, produit, plus orientation commerciale. Mais vous pouvez tout à fait dispatcher des thématiques orientées sur votre stratégie RSE dans vos réseaux sociaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur une notion de transparence, de storytelling sincère, qui seront vraiment les meilleures choses que vous puissiez faire pour pouvoir présenter vos initiatives RSE. C'est encore une fois quelque chose qui renforce votre image, mais également peut inspirer et apporter des idées novatrices à d'autres structures, que ce soit certes des concurrents, mais en soi, ça après, voilà, chacun avance dans sa dynamique. Ça ne biaise pas forcément les décisions de la part de vos clients, mais en tout cas, ça donne des inspirations et aujourd'hui, c'est vraiment ce que les gens recherchent aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, après, bien, on vous en a parlé sur la com interne. Ça, c'est quelque chose de structurant. Dès le début, il faut vraiment impliquer les gens dans la démarche pour qu'ils puissent comprendre pourquoi il y a du changement, si par exemple, il vient y avoir des changements vraiment prédominants, mais également pour qu'ils puissent faire vivre les choses de l'intérieur et qu'ils puissent adhérer davantage
à la stratégie de l'entreprise. Donc, pour ça, vous avez des outils que vous avez peut-être déjà, mais typiquement, les newsletters internes qui intègrent un focus sur la RSE, c'est une très bonne pratique. Des ateliers ou des formations autour des pratiques éco-responsables. Vous avez par exemple les fresques du climat qui sont des très bons outils pour pouvoir embarquer les équipes et faire un état des lieux commun. Il peut y avoir aussi des journées d'action communes avec du nettoyage de plage, des actions en lien avec une association locale. Et vous pouvez tout à fait identifier des ambassadeurs en interne qui vont vraiment porter ces valeurs auprès de leurs collègues. Donc, le levier interne, il est extrêmement important et c'est ce qui fait aujourd'hui que l'on voit dans les marques employeurs des éléments en RSE qui sont mis en avant parce que ça aide au recrutement, ça aide à la fidélisation, ça limite le turnover dans les équipes et nécessairement, c'est aussi c'est gage d'un point très sain pour une entreprise en termes de développement. Ensuite, vous avez le sujet des appels d'offres. Si vous êtes concerné par ce thème-là, il faut savoir que c'est de plus en plus demandé par les structures qui ouvrent des appels d'offres que d'avoir des fournisseurs, des prestataires qui sont alignés sur les valeurs environnementales et sociétales et qui demandent à ce qu'il y ait des points précis mis en avant dans la réponse à l'appel d'offres sur peut-être les certifications que vous avez, sur des éléments chiffrés. Et donc, les documents que l'on a évoqués en amont, comme la charte RSE ou le rapport, sont des points sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour répondre à ces appels d'offres. Et c'est quelque chose qui fait la différence et qui est vraiment important de mettre en avant pour pouvoir avoir des points supplémentaires pour obtenir un marché. Ce que l'on vous propose à présent, c'est de répondre à vos questions. Et puis, écoutez, de pouvoir papoter ensemble. Je vais regarder, j'ai cru entendre peut-être une question tout à l'heure. Oui. Non, c'était juste merci. Donc, merci. Merci pour ça. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on sera un plaisir de répondre? Moi, je veux bien commencer par la première question. Déjà, merci parce que la présentation est très claire et le fait que vous animiez le webinaire en binôme est super dynamique. Donc ça, merci beaucoup à toutes les deux. Merci, Moi, j'avais Léa. 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il existe aujourd'hui un état des lieux sur le bassin Rochelais, sur l'avancement des entreprises sur ce sujet-là? Est-ce qu'on sait où elles en sont, vous, de par votre accompagnement local, enfin, qu'est-ce qui se passe? À mes yeux, je n'ai pas connaissance d'un rapport ou d'une plateforme qui viendrait recenser et agrémenter l'engagement RSE des entreprises de manière transparente. Je ne crois pas. Je sais que les entreprises s'engagent quand même pas mal parce qu'on est sur le territoire La Rochelle, territoire zéro carbone, ambition 2040. Mais comment est-ce qu'elles y contribuent et où est-ce qu'elles en sont? Je ne sais pas vous dire. Oui. Okay. Après, ça va être un travail un peu de fourmi en fonction des structures qui peuvent être identifiées par rapport au nombre de personnes et ça permet de savoir si elles sont réglementées ou pas. Et après, il faut aller regarder sur leurs différents sites s'il y a les rapports qui sont mis en ligne. Ça peut être quelque chose de possible. Voilà, après, on est un territoire qui est très engagé. Donc, il y a beaucoup de dynamique locale, mais il n'y a pas de centralisation. J'ai en tête la plateforme sur l'ONIS, Marion, si ça te parle, j'ai plus le nom là, où il y a tous les acteurs de la transition qui sont référencés, mais on n'a pas leur visibilité d'avancée en tout cas. Non, et puis voilà, ça recense les acteurs de la transition. Mais qu'en est-il des entreprises qui ne travaillent pas dans la transition et de leurs engagements à elles, ça, je ne sais pas. Ouais. D'accord. Et la deuxième question, c'est donc la norme ISO 26000 dont vous parliez au début. Est-ce que cette norme, elle donne des exemples de KPI à suivre pour aider justement les uns et les autres à savoir par quel bout commencer? Pas nécessairement de KPI, non. Elle donne donc les thèmes, les sous-thèmes. Dans les sous-thèmes, on a des exemples de bonnes pratiques que l'on peut déployer. Il ne propose pas des exemples précis d'indicateurs KPI à suivre. Nous, sur le site internet de Rupture Engagée, vous verrez dans notre blog, on a plusieurs articles dédiés aux indicateurs. On a également un webinaire qui est public sur notre page YouTube. Donc, si jamais vous recherchez de l'information sur ça spécifiquement, vous pourrez la trouver ici.
Super. Merci beaucoup. Merci Léa. Est-ce qu'il y a d'autres questions que nous pourrions prendre? Non. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Nous aurons maintenu notre timing. Donc, sachez que la présentation était enregistrée. Donc, nous allons vous la proposer en replay. Vous recevrez également les coordonnées de Marion ainsi que de sa Dream Team de la RSE avec son site sur lequel vous pourrez retrouver les coordonnées si vous êtes en demande d'un accompagnement d'expertise pour… merci Clémence pour le merci. Et donc, un grand merci Marion pour ta présence aujourd'hui et ton expertise pointue sur ce thème. Et puis, écoutez, moi, je suis vraiment ravie de pouvoir accompagner ces thématiques-là avec vous. On est vraiment des gens passionnés, alors voilà, c'est toujours un chouette moment. Et puis, écoutez, merci d'avoir été présent avec nous. N'hésitez pas à faire passer ensuite le replay pour faire connaître ces éléments. À bientôt. Merci Alexandra. Merci Marion. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, merci.